suite. L'intelligence artificielle fait désormais partie de notre quotidien et elle le bouscule, une nouvelle technologie qui fascine autant qu'elle inquiète. Inquiétude car elle rebat les cartes du marché de l'emploi. La génération de l'intelligence artificielle est-elle une menace pour le travail ou au contraire une opportunité pour les salariés? L'intelligence artificielle, meilleur employé du mois, on en parle tout de suite avec nos invités. André Crettenot, bonjour, vous êtes journaliste suisse, ancien directeur de l'information de TV5 Monde, merci d'avoir accepté notre invitation. Anthony Bélanger, vous êtes éditorialiste sur France Télévisions. François Manins, journaliste tech à la Tribune, spécialiste de l'intelligence artificielle. Et Irénée Regnault, doctorant en sociologie à l'EHESS et auteur de Technologie partout, démocratie nulle part. Vous êtes aussi le fondateur du collectif Les Moutons Numériques qui milite notamment pour que les citoyens pèsent davantage dans le déploiement des nouvelles technologies. Alors, l'intelligence artificielle va-t-elle à terme tous nous remplacer au travail? Écoutez ce qu'en pense le milliardaire Elon Musk. C'était à Washington lors du forum d'investissement États-Unis-Arabie Saoudite le 19 novembre dernier. On l'écoute et on en parle juste après. Disons qu'à long terme, où cela va-t-il nous mener? À long terme, peut-être dans 10, 20 ans, quelque chose comme ça, je prévois que le travail devienne facultatif. Je veux dire, ce sera comme faire du sport ou jouer à un jeu vidéo ou quelque chose comme ça. André Crettenot, est-ce qu'il faut prendre ces déclarations d'Elon Musk au sérieux? Je pense qu'il faut le prendre au sérieux, bien sûr, parce que c'est Elon Musk, parce qu'il a une puissance financière, mais ça n'interdit pas de penser qu'il dit des bêtises. Ça, c'est certain. Je pense que la question du travail, bien sûr que le travail va évoluer avec l'intelligence artificielle qui va changer, certains métiers vont disparaître, certains métiers vont apparaître, il n'y a pas de souci. Mais là, ce que Elon Musk imagine, en fait, c'est un modèle de société, c'est une nouvelle manière du vivre ensemble, c'est-à-dire avec des milliardaires qui, eux, savent ce qui est bon. Alors, puisqu'Elon Musk sait qu'est-ce que c'est qu'une bonne technologie, il sait ce qu'est l'avenir de l'humanité, il rêve effectivement que nous puissions vivre de manière quasi éternellement, et maintenant, il nous propose, en fait, la vie, une vie heureuse, une vie de béatitude, et en fait, on ne s'occupe de rien. Les élites vont s'occuper de tout et on n'a plus qu'à aller chercher le pain. C'est un peu le pain et les jeux de l'Empire romain. Donc voilà, mais il ne faut pas oublier une chose, c'est que si on va réclamer notre pain, en fait, on est des obligés de ces technocrates. Et la deuxième chose, c'est que en ce qui concerne les décisions pour l'avenir, qui va décider de ce que l'on va faire, le vivre ensemble, est-ce qu'on va aller sur Mars ou pas? Qui va décider? Irénée Regnault, je vous vois réagir à ce que dit André, vous êtes d'accord? Dans les grandes lignes, en fait, ça porte un nom, ça s'appelle l'économie des promesses. Ces manias de la tech font des promesses, c'est comme ça qu'ils ont toujours fait. Donc Mars, c'est une promesse qui existe depuis les années 60, on devait arriver au début des années 80 sur Mars, c'est toujours pour dans 30 ans. Le mythe de se dire qu'on va demain ne plus travailler, il nous suit aussi dans l'informatique depuis un certain nombre d'années. C'est le mythe derrière aussi, c'est une représentation du travail qui est celle du travail sans usine et du travail sans humain. Ça n'existe pas. En fait, le travail change, il change avec des rapports de classe aussi. On a des gens qui sont des capitalistes de la Silicon Valley qui font des technologies qui déplacent le travail, qui le détruisent à des endroits, qui les reconstruisent à d'autres. L'IA est largement basée aussi sur un système de division du travail nord-sud. Il faut les annoter, les systèmes, il faut extraire des ressources. Donc c'est ça qui est en train de se passer. Alors après, on y croit ou on n'y croit pas. Mais l'idée, c'est pas tant de demain d'être tous remplacés. Tout le monde sait très bien que ce ne sera pas le cas, évidemment. L'idée, c'est de promulguer quelque part publiquement des technologies qui seront très puissantes et plus la promesse est forte, plus la volonté des investisseurs de suivre va être forte. Et pour l'instant, on est dans une bulle et donc on a besoin d'aller sur Mars pour lever des fonds et de promettre que bientôt il n'y aura plus personne qui travaillera pour lever des fonds. C'est comme ça que ça marche. François Manins, vous aussi, vous pensez qu'on est dans le mythe encore? Ouais, voilà, c'est vrai qu'il y a cette histoire de déjà remplacement et on part aussi du principe qu'on va rester sur la même trajectoire de progression de la technologie qu'on a aujourd'hui. En fait, il faut savoir que ChatGPT, il a évolué, on a eu la version 2, 3, 4, et à chaque fois, on a juste fait des modèles plus gros, on leur a donné plus de données, on a mis plus de puissance de calcul, et ça a été des meilleurs modèles. Et avec chaque fois, plus de performance. Et l'idée qu'il y avait et qui a animé toute cette folie financière qu'on a, c'est qu'on va mettre plus de données, plus de modèles, plus de finances, et ça va tout casser.
Là, cet été, il y a eu un premier contre-coup qui était l'arrivée de GPT-5, le dernier modèle que vous avez dans ChatGPT, la dernière IA. Ça fait 3 ans que ChatGPT a été lancé, on le rappelle. Tout à fait, ça fait 3 ans. Et donc, du coup, là, on a eu une nouvelle version cet été. Et cette nouvelle version, pour la première fois, alors qu'elle était attendue, alors qu'on avait tous 6 milliards d'euros, c'est juste une petite progression incrémentale. Et là, on a un souci, parce que si on a investi des milliards de dollars, on n'a pas investi des milliards de dollars pour qu'on ait des robots qui nous rédigent nos emails, pour qu'on ait des robots qui vont aller chercher des informations dans des PDF. C'est des applications assez intéressantes. Mais si tout ce discours sur le remplacement de l'IA, ça ne va pas être avec la technologie qu'on a aujourd'hui. Et si elle plafonne déjà, on arrive à un souci. Et c'est pour ça aussi qu'il y a une certaine panique, je pense, du côté des géants de la tech et un intérêt à dire on licencie parce que l'IA c'est déjà assez génial, parce qu'ils vendent le produit aussi qu'ils font. Ouais. Anthony Bélanger, est-ce qu'il n'est pas encore un peu tôt pour savoir quel sera vraiment l'impact de l'IA sur l'emploi ? Alors, moi, c'est vrai que ça fait 3 ans que je me pose la question, parce que franchement, ChatGPT, ça fait ce que fait Google, mais en vous répondant avec une voix charmante. Mais bon, bref, j'étais pas de la génération de ceux qui pouvaient comprendre ça. Et puis tout à coup, je viens de comprendre en lisant les chiffres de l'économie américaine, qui est tellement plastique, qu'on a tellement l'habitude de dénigrer. Bon, encore une fois, on nous prévoit toujours, depuis 40 ans aussi, la chute de l'Empire américain, et c'est pourtant là-bas que se trouvent toutes les innovations technologiques les plus fascinantes. L'économie américaine est en train de se mettre au carré. Alors je sais qu'il y a des licenciements qui sont des licenciements d'opportunistes. Il faut se méfier de ces discours alarmistes. Ah oui, ça n'existe pas. Enfin, je veux dire, croyez-moi, vous et nous, tous sur ce plateau, on va pouvoir mourir tranquille. Les États-Unis seront encore la première puissance économique dans le monde. Il n'y a aucun souci là-dessus. Leur puissance d'investissement est absolument colossale. Ils en sont à dépenser 40 milliards de dollars par mois en construction juste de data centers. En ce moment, ils en sont juste à s'équiper. Et on en est déjà à près de 350 milliards de dollars prévus pour 2025, avec une augmentation de 50% pour 2026. Donc le commentateur extérieur voit ça et ne peut être que fasciné. Donc je viens de comprendre ce qui se passe en fait. Pendant chaque révolution industrielle, c'est un énorme gain de productivité sur des gens effectivement qui travaillaient à 12 pour tisser un tissu qui tout à coup sont fait remplacer par une machine. Le métier Jacquet. La deuxième révolution, la troisième, on va passer ça, je ne vais pas vous refaire l'histoire économique. Le seul secteur de l'économie moderne dont on n'arrivait pas à tirer d'énormes gains de productivité, c'était ce qu'on appelle les white collars. C'est-à-dire les collants blancs, les services, les fonctions support, les choses comme ça. Alors, première révolution, on y est arrivé avec l'ubérisation. Ça fait beaucoup de dégâts, mais c'est une première réponse du capitalisme pour essayer de faire des gains de productivité chez la partie où il y a moins de valeur ajoutée, c'est-à-dire ceux qui vous livrent, ceux qui vous nourrissent, etc. L'intelligence artificielle est en train d'imaginer des gains de productivité gigantesques dans les services et dans les services. Or, je rappelle que les white collars, c'est les 2/3 de l'emploi aux États-Unis. Rien qu'aujourd'hui, je suis tombé sur des chiffres dont on a discuté tout à l'heure, qui montraient que 6% des tâches ou des emplois aux États-Unis voyaient déjà la moitié de leur dans les fonctions support, dans les services, les banques, tout ce qui peut être service, réalisé à 50%. On est à la 3e année de ChatGPT et on en est juste au moment où où les États-Unis investissent pour essayer de mettre en place l'infrastructure nécessaire à l'exportation à la pleine utilisation de cette technologie. Donc c'est effectivement une réponse capitaliste extrêmement brutale, mais aussi en regardant l'histoire classique, comment faire pour faire d'énormes gains de productivité sans avoir à hurler sur Madame Yvette pour qu'elle fasse 3 dossiers plutôt que 2. Eh bien voilà, on installe l'intelligence artificielle. C'est colossal. Donc pour vous, les effets sont encore limités. Pourtant, il y a une étude récente du MIT, le Massachusetts Institute of Technology, qui nous dit que l'IA est déjà en capacité de remplacer 11,7% de la main-d'œuvre américaine. Il faut être vigilant avec ces études. Il faut savoir déjà que si on remonte dans le passé, on a les mêmes à peu près tous les 10 ans. En 2013, une grande étude de Frey Osborne, qui est très connue parmi les gens qui s'intéressent à ça, promettait 47% d'automatisation sur des emplois qui, quelques années plus tard, se sont trouvés augmentés en réalité. Pour des raisons qui sont externes à la technologie, qui ne déterminent pas tout, des rapports de force syndicaux, la croissance, etc. Je vais le résumer vraiment très brièvement, grosse maille, mais
c'est une vision très économiciste du travail. On va prendre des tâches, les mettre dans un tableau Excel et dire voilà, ça c'est automatisable, ça c'est automatisable, ça c'est automatisable. On arrive à ce chiffre, ce nombre en l'occurrence, 11,7%. Donc ce sont des tâches, ce ne sont pas des emplois. Et on se rend bien compte que dans un emploi, dans un travail, il y a potentiellement des tâches qui sont automatisables. Donc ça nous libère du temps, c'est ce que disent les patrons de la tech. C'est là que c'est plus compliqué. Parce que libérer du temps, ça veut dire quoi? Déjà, vous avez des choses que vous faisiez déjà avec des automatismes. Un cadre qui traduit un texte, vous pouvez déjà le faire avec DeepL, Google, Word, références, etc. Et surtout, ce temps libéré n'a pas, je crois, conduit à la diminution du temps de travail. Ça n'a pas l'air d'être au programme des manias de la tech, ni politiquement. Et en outre, la question, c'est de savoir quand on libère, entre guillemets, ces tâches, est-ce qu'elles sont vraiment libérées, déjà? C'est pas sûr. Ça se trouve, il faut repasser dessus. Moi, j'observe, par exemple, des développeurs informatiques. Oui, ça code plus vite, mais il faut relire. Donc, en fait, il faut être bon dans ce qu'on fait. Et donc, il y a ses limites. Mais c'est qu'en plus, si vous voulez, pour le résumer, ça déplace le travail. Voilà. Donc, prenez un développeur, il va développer plus vite, mais il va falloir qu'il relise. Prenez un traducteur, on va lui envoyer un texte déjà traduit et on va dévaluer son travail. Donc, la question, c'est comment ça vous déplace sur la chaîne de valeur? Où est-ce que vous perdez du statut? Où est-ce que vous en gagnez? Et où est-ce qu'à un moment donné, le système vous dit, t'as vraiment intérêt à t'automatiser parce que sinon, on va te renvoyer. C'est pour ça qu'on voit plein d'entreprises aujourd'hui dire qu'elle renvoie des milliers de personnes, mais en réalité, c'est tout à fait possible que ce soit des délocalisations. C'était déjà prévu. Et que l'IA accélère finalement ce phénomène. Et j'ai envie de dire, personne n'est dupe là-dessus. Si on prend les grandes entreprises de la tech, type Amazon, Google, on sait qu'à chaque exercice financier, il va y avoir des annonces de licenciement. Avant, on nous disait l'annonce du licenciement pour X, Y raison. Maintenant, on nous dit que c'est l'IA. Bon, c'est des entreprises qui font 80 milliards de bénéfices. Je pense qu'il n'y a pas de pression avec les... Alors, par ailleurs, juste pour terminer sur Elon Musk, que moi, je pense est un imbécile maximum, parce qu'en fait, ce qu'il décrit ou ce qu'il produit, c'est juste pour lui. C'est-à-dire, c'est pour que sa vie soit mieux. Donc, quand il vous le dit, il n'y aura plus de travail, ça décrit sa vie au quotidien. Il ne travaille pas, cet homme. Ça fait 20 ans qu'il ne travaille pas. Il est, d'une certaine manière, c'est la leçon du PDG d'Apple qui est mort il y a maintenant, je crois, une vingtaine d'années, et qui lui aussi, en fait, était là pour susciter des innovations, et puis ensuite pour faire des grands shows. Sauf que lui était un véritable génie, à la fois de la tech et du marketing de la tech. Quand, par exemple, il vous dit, il n'y aura pas de travail, c'est lui qui vient de se mettre 24 milliards de dollars de côté en racketant l'ensemble des actionnaires de Tesla, juste pour être tranquille et être sûr de ne pas être rattrapé par la ruine qui vient. Parce que s'il y a bien quelqu'un qui va être ruiné dans les 10 prochaines années, c'est lui. Toute son économie, tout son business est basé uniquement sur des choses sur des technologies du XXe siècle. Je pense à SpaceX. Et sur ce dont on parle, l'intelligence artificielle, il a freiné des cas de fer depuis 4 ans parce qu'il n'avait pas assez investi dans ce domaine. Il n'y comprend rien. André Crètement, je vous vois réagir. J'espère que je comprends un petit peu plus qu'Elon Musk. D'abord, je pense qu'on ne peut pas faire le bonheur des autres malgré eux. C'est un peu le souci aujourd'hui d'Elon Musk. Je pense qu'on a raison de s'inquiéter sur la valeur travail et sur ce que vont devenir les emplois. Mais moi, j'irais au-delà de la question de la productivité. C'est-à-dire que l'IA représente aussi un instrument de puissance. On a parlé tout à l'heure en disant que les États-Unis resteraient la première puissance au monde. C'est pas certain. Là, si on regarde par exemple le nombre de brevets qui sont liés à l'IA, c'est la Chine qui en détient le maximum. C'est à peu près 70%, 70%. En bon suisse, 70% des brevets liés à l'IA qui viennent de la Chine. Donc on va avoir pas nécessairement une nouvelle répartition, mais un renforcement de la puissance géopolitique. Effectivement, il faut évidemment des chercheurs, il faut des ingénieurs et il faut de l'argent. Et ça, ce sont les États-Unis, c'est la Chine, puisque c'est l'argent de l'État. Un peu moins l'Europe, même si l'Europe est assez bien dotée. Je vais vous prendre un seul exemple. En Suisse, nous avons développé justement une intelligence artificielle qui s'appelle Apertus. Elle est éthique, elle est noble, c'est-à-dire qu'elle n'a pas volé des données, etc. C'est le deuxième problème. Mais le résultat, c'est qu'aujourd'hui, cette IA n'est pas encore excellente. Elle ne peut pas rivaliser, en tout cas, avec les autres. Donc je pense que c'est un point important, c'est-à-dire qui aura cette puissance de calcul, qui aura les capacités d'avoir ces données, va pouvoir faire un certain nombre de choses et imposer sa puissance aux autres. François, je voyais réagir. Ouais, pour revenir un tout petit peu rapidement sur le travail, parce qu'on était assez sceptique sur le côté ça va remplacer, il y a quand même une crise là qui est en train de se créer un petit peu,
qui est, on dit, l'IA aujourd'hui, ça remplace le stagiaire, parce qu'en fait, toutes les tâches très bas niveau, alors d'ailleurs des tâches qu'on pouvait délocaliser avant, pour le coup, elle peut les faire. C'est les tâches où on n'en a pas grand-chose à faire du score de satisfaction, où les entreprises considèrent que c'est pas important d'avoir un humain. Qu'on déléguait. Ou même, on parle de service après-vente, on parle par exemple en cybersécurité, le premier niveau de filtrage des attaques, enfin des alertes, c'était fait avant par des gens pas très qualifiés. Maintenant, on le délègue à l'IA. Et le second problème que ça pose, c'est que les juniors, alors on le sait dans le consulting, ça existe, les juniors à qui on disait un peu de faire les petites tâches et qui du coup faisaient du shadowing de leurs seniors consultants, aujourd'hui on dit il n'y a plus de seniors juniors et du coup comment on les forme, si on ne peut plus être junior, comment est-ce qu'on est senior? En tout cas, vous allez voir dans certaines usines en Chine, l'intelligence artificielle et les robots ont déjà remplacé certains employés. Ces usines qu'on appelle les dark factories parce qu'elles n'ont plus besoin de lumière ni de chauffage. Reportage d'Arnaud Boutet pour France 2. Nous avons rendez-vous chez un constructeur automobile, symbole de la nouvelle révolution industrielle. Car entrer chez Zeekr, c'est plonger dans un univers futuriste. Pas d'éclairage, et pourtant l'usine tourne à plein régime. Tout est automatisé, même les chariots qui transportent les pièces détachées. On ne compte qu'une centaine de personnes au travail. Beaucoup moins que les robots, 885 au total, un véritable décor de science-fiction. Il y a très peu d'ouvriers dans les allées, c'est l'obscurité quasi complète. Il y a simplement des petites lumières qui indiquent que derrière les palissades de sécurité, eh bien, les machines fonctionnent. Et on entend ces centaines de robots qui, en ce moment, fabriquent des éléments des voitures électriques. Le directeur le confirme, pour atteindre ses objectifs, jusqu'à 1200 voitures par jour produites dans ces couloirs, les robots n'ont besoin ni de lumière ni de chauffage. Une course à la rentabilité et un constat implacable, les machines remplacent les ouvriers. On a constaté que le coût de la main-d'œuvre est de plus en plus important. De plus, avec le travail à la chaîne, avec les tâches répétitives, l'homme est amené à faire plus d'erreurs que la machine. Et ils ne sont pas les seuls. La Chine compte une centaine d'usines comparables à celle-ci. Celle de Zeekr a été spécialement construite pour les robots. Voici l'écran de contrôle. On peut voir toutes les lignes de production. On a en ce moment 296 voitures en cours de fabrication. Chaque pictogramme et chaque couleur correspond à un modèle de véhicule. Une entreprise à 100% robotisée, pilotée par l'intelligence artificielle, je crois que c'est l'avenir dans notre secteur. Irénée, est-ce que c'est l'avenir ou est-ce qu'on est dans la science-fiction? Déjà, j'ai par définition un peu de mal à croire un responsable d'usine qui va présenter son usine. Il est quand même quelque part jugé par... Surtout chinois. Et je vous le laisse. Je pense qu'on a absolument la même chose partout. C'est le mythe qui revient de l'usine sans homme. Voilà, ça n'existe pas. Cette usine, il a bien fallu la fabriquer. Il a bien fallu des gens pour fabriquer les robots. Je ne sais pas vraiment comment ça marche derrière. Ça ne veut pas dire qu'on automatise pas. Derrière, il y a de la maintenance. Il y a de la maintenance derrière. Et on a la même chose pour l'intelligence artificielle. Il faut se figurer quand même l'économie mondiale aujourd'hui comme dans l'intelligence artificielle reposant sur des centaines de millions de personnes qui vont corriger les modèles, annoter les modèles dans des pays du Sud, en Chine, à Madagascar pour la France, où sont par exemple entraînés les modèles français. Et donc ça, ce sont des travaux, quelque part, les nouveaux prolétaires du XXIe siècle. Et ce nombre de personnes, évalué quand même à 400 millions pour l'économie numérique, c'est quasiment un demi-milliard de personnes selon la Banque mondiale, augmente. Donc les systèmes ont beau s'automatiser, cette population prolétarisée augmente, et finalement, on en arrive à des systèmes qui moi, je ne sais pas si je reprendrais quelque part la métaphore du stagiaire. Ce que vous avez dit est, je pense, parfaitement correct, mais c'est plus qu'un stagiaire. C'est un stagiaire qui arrive dans votre entreprise et qui bouleverse votre travail, qui vous fait changer complètement les tâches, qui bouleverse vos horaires, qui fait que, par exemple, à la fin de la journée, comme vous avez que des tâches de relecture ou à haute valeur ajoutée, vous êtes crevé. En fait, le travail est quelque part densifié. Donc c'est ça qu'il faut voir. Et moi, je retourne toujours, et encore à la même question, jauger une technologie dans une entreprise, s'il devait y avoir un seul critère de sélection, de discussion, de débat, ce serait qui perd du pouvoir, qui prend du pouvoir, qui n'était pas surveillé et surveillé, et l'inverse.
par exemple, si votre productivité augmente de 30%, est-ce que vous êtes payé de 30% de plus? Est-ce que vous travaillez 30% de moins? C'est ce genre de questions aujourd'hui qu'il faut, je pense, se poser dans ces périodes de transformation. À chaque révolution technologique, justement, il y a des craintes. Est-ce qu'il ne faut pas juste seulement s'adapter comme on l'a fait, par exemple, avec l'arrivée d'Internet? De toute façon, ça va nous tomber dessus, quoi qu'il arrive. Et d'ailleurs, je pense que c'est plutôt une chance pour les pays du Sud. Pourquoi? Parce que j'ai vu, ma longue carrière, comment, par exemple, les pays d'Afrique étaient effectivement incapables d'assumer les investissements énormes qu'il fallait quand le téléphone était filaire. Il fallait tirer un fil de telle ville à telle ville, installer des poteaux, avoir les centres qui allaient bien, les demoiselles au téléphone. Enfin, c'était impossible pour eux. Et la technologie du téléphone portable a totalement révolutionné. Aujourd'hui, ils sont absolument au même niveau que nous en termes de services liés au téléphone portable. Donc, cette révolution risque de leur faire sauter l'étape de je forme des cols blancs, je forme des banquiers, je forme des gens, je les mets au travail, je fais augmenter le capital de ces entreprises, je me joue dans la cour des grands. 30 ans, bref, de développement risquent d'être effacés en 2 minutes juste par une technologie qui leur permettra d'accéder à ce niveau de qualité. Donc cette mise à l'égal américaine, c'est quand même une mise voilà. Alors il y a effectivement, il y a cette chance, mais on s'est vu aussi avec les services téléphoniques comment, par exemple, l'Afrique, ça les était entièrement approprié. C'est-à-dire comment l'économie est infiniment plus plastique qu'on imagine toujours. Mais vous avez raison, il y a 2 dangers. D'une part, pour revenir à ce que je disais méchamment sur la Chine, ne jamais oublier que c'est un rêve totalitaire pour la Chine et que malgré tout, ces technologies ont besoin d'un peu de liberté. Et elles ont besoin que les gens réfléchissent librement. Elles ont besoin que les chercheurs ne soient pas au service de l'État, mais prennent le service de l'État, le petit doigt sur la couture du pantalon, et fassent ce qu'on leur dit, mais prennent un peu d'aise avec leur vie de tous les jours. C'est-à-dire que ces technologies sont bien mieux acclimatées dans des pays libres et dans des États libres, dans des pays libres comme les États-Unis, comme l'Europe, qu'au fond en Chine, où elles servent un propos totalitaire. Et par ailleurs, quand je disais les Chinois mentent mentent par essence. En tout cas, le pouvoir chinois ment par essence, qui fait disparaître des statistiques dès qu'elles lui sont défavorables. En même temps, quand vous avez Elon Musk qui vous dit qu'on ne va plus travailler demain, il ment. Non mais bien sûr qu'il ment. On parlait de tous les métiers qui étaient concernés. Il y a aussi des métiers qui nous paraissaient innovants et qui vont disparaître, comme vous en parliez tout à l'heure, le codage. Disparaître, non. La question, c'est comment ça va être modifié, en réalité. C'est comment le travail va se déplacer, effectivement. C'est un système, quelque part, qui est très caractéristique du capitalisme, qui va extraire de la valeur. Mais des nouvelles compétences apparaissent. Il faut savoir, d'une part, prompter. Il faut quand même toujours être bon pour relire du code, parce que c'est critique. Vous ne mettez pas en production un code d'un logiciel qui va toucher des milliers ou des millions de personnes. Comme ça, ça ne se fait pas. Par contre, il y a des choses qui vont disparaître. Ça va être potentiellement l'appel à un collègue qui va... Est-ce qu'on est dans la destruction créatrice comme ce que dit je dirais plutôt qu'elle est récréatrice. L'économiste Philippe Aghion. qu'elle détruit plus qu'elle recrée derrière. La destruction créatrice, c'est quand même une vision assez enchantée de l'économie, qui a quand même un certain nombre d'années. Je pense qu'on a aujourd'hui de la sociologie, de l'histoire, des sciences et du capitalisme qui permettent de penser au-delà de ça, je crois. Et puis c'est pour répondre à votre question de tout à l'heure, est-ce qu'il faut s'adapter ? C'est toujours un peu la même question, qui décide en fait. Est-ce qu'il faut s'adapter à la technologie ? Mais la technologie, quelque part, si c'est un projet politique, ce serait bien de décider ensemble quel doit être ce projet. Merci beaucoup Irène Regnault, merci à tous d'avoir participé à ce débat.